You speak French. Oh mon Dieu! Ma langue est le français, je rêve et je pense en français. J'ai tendance à valoriser les gens. Je les valorise en les écoutant, en montant le... Ça fait partie de la culture, c'est une forme étrange que la langue de la culture. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Les cultures doivent se parler. C'est la diversité, la vie. Bienvenue sur le podcast Regard sur la nuit des idées, présenté par les Alliances françaises du Canada. Pour la 6e édition de la Nuit des idées, événement qui encourage dans 75 pays sur les 5 continents l'échange et la réflexion collective mondiale, les Alliances françaises du Canada se sont plongées dans la thématique proche. Pour réfléchir à cette question, nous avons interrogé de nombreuses personnalités canadiennes et françaises, inspirantes, audacieuses et engagées. Dans cet épisode, nous vous invitons à suivre notre conversation avec l'autrice Kim Thuy. Née à Saigon en 1968, Kim Thuy a quitté le Vietnam avec les Boat People à l'âge de 10 ans et s'est installée avec sa famille au Québec. Diplômée en droit et en traduction, l'autrice a travaillé comme couturière, interprète, avocate, propriétaire de restaurants et chroniqueuse culinaire pour la radio et la télévision. Elle vit à Montréal et se consacre à l'écriture. Kim Thuy a écrit 7 livres, dont son dernier ouvrage, intitulé M, est sorti en novembre 2020. Ces romans ont reçu un véritable succès, à l'image de Rue, qui a fait le tour du monde et qui a été lauréat de nombreux prix. Kim Thuy est devenue une figure phare de la littérature canadienne. Nous sommes en janvier 2021. Cela fait maintenant 1 an que nous vivons dans un monde bouleversé par une pandémie. Un monde dans lequel nous interrogeons notre rapport aux autres, à l'espace et aux mobilités. Nos liens avec nos proches, mais aussi avec le vivant. Nous avons échangé avec Kim Thuy sur sa conception du mot proche, en tant qu'autrice, en tant que mère de famille, en tant que Canadienne, mais aussi en tant que femme. Voici son témoignage. Alors, quand je pense au mot proche, je ne sais pas pourquoi, je le traduis toujours en vietnamien. Probablement à cause de l'anecdote où, quand je suis retournée au Vietnam la première fois comme voyageuse avec mon amoureux, alors qui est devenu le père de mes enfants, on n'était pas tout à fait ensemble encore, je devais le convaincre, et donc je l'ai invité à venir avec moi au Vietnam. Il est québécois, francophone, du Lac-Saint-Jean, hein, donc j'ai pris un vrai de vrai, et on est allé à la baie de Halong. Évidemment, parce que c'est un site touristique incroyable. On a nagé dans cette eau vert jade, tellement, je ne sais pas, mystérieuse, mais en même temps tellement calme. Et là, on était dans l'eau et je suis sortie de l'eau avant lui et j'ai vu du bateau une grande masse qui apparaissait, et en 2 secondes, il a crié, il est sorti de l'eau, et en fait, c'était une méduse énorme qu'il a brûlé, qu'il a piqué. Et le capitaine du bateau, qui était vietnamien, il a proposé de mettre le baume de tigre. Il a mis ce baume de tigre, et ce qu'on ne savait pas, c'est que la méduse brûlait, et le baume de tigre aussi, c'est fait pour brûler. Et donc, c'est pour chauffer. Et donc, ça empirait la plaie, en fait. Et donc, une fois de retour à Hanoï, dans le même hôtel, il y avait un Français qui s'appelait Laurent, qui habitait là depuis quelque temps. Donc, il nous a référé un nom de médecin. On a dit, bon, allez, on va voir la médecin qui parlait français. Et je ne sais pas pourquoi elle voulait me traiter en même temps que mon amoureux. Et me traiter, c'était, je ne sais pas pourquoi, elle a décidé que j'avais besoin d'un soin de peau pour le visage. Donc, elle a mis un truc sur le visage, et elle a dit, il faut pas que tu l'enlèves, tu le gardes pendant toute la journée.
Et c'est seulement, à un moment donné, je suis allée lire le tube et c'était un exfoliant, tout simplement. Mais je ne voulais pas l'insulter, donc je l'ai gardé sur mon visage jusqu'à la sortie de chez elle. À mon amoureux, elle a proposé une piqûre. Et il a eu, je ne sais pas, par instant, on savait que ce n'était pas la bonne chose. Donc, sa veine bougeait. C'était une veine fuyante. Elle n'a pas réussi. Donc, elle nous a conseillé de revenir le lendemain pour qu'elle puisse nous emmener voir son professeur. Donc, on est allé à l'hôpital et à l'hôpital, il y avait plein de Vietnamiens qui attendaient et nous, on a coupé la ligne. On l'a suivi, puis elle a coupé la ligne. Elle est rentrée dans la salle d'examen. Et le médecin, je lui ai expliqué en vietnamien, mais il parlait français aussi. Donc, il a expliqué aussi la situation en français. Et comme ça, tout bonnement, il s'est levé et il est venu prendre le bras de mon amoureux. Et il a bougé dans tous les sens. Et elle a dit, mais votre bras n'est pas cassé. Donc, c'est très bien. On dit, mais il n'y a pas de problème. On savait que le bras n'était pas cassé. C'était une infection qui était tellement enflée. C'était de la taille de mes mollets. En fait, il avait un bras énorme. Et donc, on a quitté Hanoï parce que c'était dans le plan, l'itinéraire. Et on est arrivé, je me souviens encore, à Nha Trang, à une plage. Et sur cette plage-là, on a rencontré d'autres Français. Et c'était un vétérinaire qui était tout près. Et donc, quand il a vu le bras, il a dit, mais vous avez une infection grave. Vous devriez aller tout de suite à l'hôpital. Là, on a pris l'avion et on est allé jusqu'à Saigon, où il y avait des hôpitaux étrangers, mais surtout un hôpital très fonctionnel qui s'appelait Institut du Cœur, qui était géré par des Français d'ailleurs. On rentre et on rencontre un médecin et il a examiné la plaie et c'était énorme. C'était vraiment, si c'était sur mon bras, ça aurait été tout le bras, quoi. Et donc, sur mon amoureux, c'était la moitié de son bras. Et le médecin, il nous regardait comme ça et dit, vous connaissez le mot dégueulasse? Alors, votre plaie est dégueulasse. Et ça, c'était un mot qu'on connaissait. Donc, on s'est dit, oh mon Dieu, comment? Et donc, il dit, pour pouvoir gratter, aller chercher toute l'infection, nettoyer, il devait le mettre sous anesthésie générale. Donc, j'ai paniqué parce que, voilà, le père de mes enfants, mon amoureux, il était enfant unique. Premier voyage en Asie. Et là, je me disais, mais comment est-ce que j'allais appeler les parents pour annoncer si jamais il y avait quelque chose? Et je suis un peu narcoleptique de nature. Donc, j'étais couchée dans le même lit que lui en attendant que les infirmiers viennent me chercher pour l'anesthésie. Et je me suis endormie. Je me suis endormie avant lui. Donc, j'étais anesthésiée avant l'anesthésie de mon amoureux. Donc, il est parti en salle opératoire sans moi, en fait, sans que j'en ai conscience. Et au retour, là, évidemment, je me suis réveillée entre. Et au retour, j'étais très heureuse que, il était capable de compter le nombre de mes doigts, il savait où on était et tout. Et l'infirmière est venue pour m'expliquer un peu ce que je devais faire. Et l'hôpital au Vietnam, en tout cas à l'époque, il fallait toujours avoir quelqu'un qui soit présent pour lui donner de la nourriture, pour prendre soin de lui, pour donner le bain et tout. Et donc, j'étais là. Et donc, elle m'a expliqué tout ça. Elle me dit, mais le plus important, c'est que tu ne dois pas rester proche. Tu ne dois pas être proche de ton mari. Et nous, on a prétendu qu'on était un couple marié. Autrement, je n'avais pas le droit d'être présente. Et donc, j'ai dit, oui, mais quelle est la distance sécuritaire pour que je ne le contamine pas ou que j'infecte pas la plaie? Elle dit, non, il ne faut pas que tu sois proche. Et elle a répété plusieurs fois avant que je comprenne que il s'agissait de relations sexuelles, qu'il ne fallait pas que je sois proche de lui en ce sens-là. Et donc, pour les Vietnamiens, même quand on va chez le médecin, le gynécologue ou la gynécologue ne vous pose pas la question, est-ce que vous avez été proche de quelqu'un? Donc ça, c'est l'expression du mot proche et ça m'est resté. Et donc, à chaque fois que j'entends le mot proche,
je pense à plutôt, voilà, proche intimement avec quelqu'un, plus que la distance entre deux personnes. Proche, pour moi, c'est quand on peut partager un même repas. Si possible en même temps, évidemment. Donc, avec mes enfants, j'essaie le plus possible qu'on mange en même temps, que ce soit pour le lunch ou, c'est sûr, le repas du soir, on mange tous ensemble. Et pour rester proche avec mes parents, qui habitent vraiment à côté de moi, on est dans un semi-détaché, dans 2 semi-détachés, donc on partage même un mur. Donc, on ne peut plus manger ensemble. On est confinés dans la même bulle, mais quand même, étant donné que je fais encore des tournages et que mon autre fils va à l'école, on essaie de garder nos distances avec mes parents. Mais ce qu'on fait, c'est on cuisine quand même le même repas. Et on apporte ou on partage le repas, le même repas de l'autre côté. Maintenant, avec les amis. Heureusement, j'ai beaucoup d'amis qui habitent dans le même coin, mais par pur hasard. C'était pas un choix volontaire de venir habiter à côté. Mais voilà, il y a des amitiés qui se sont formées, il y a des vieilles amitiés et tout ça, mais vraiment, on est dans le même quadrilatère. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai formé un petit groupe qui commande du même traiteur, qui vient nous livrer. Au début, j'ai commandé de ce traiteur et je voulais que ce soit moins polluant. Alors, je me dis, si le traiteur il vient me livrer ma nourriture, je devrais demander à tout le monde s'il y en avait d'autres. Comme ça, il faisait un voyage pour nous tous. Et après, je me dis, mais c'est agréable si on mangeait tous le même repas en même temps. Donc, on a l'impression d'être un peu ensemble. Et même si on n'ouvrait pas le Zoom et qu'on mange ensemble, on avait les mêmes les commentaires du même plat dans le groupe Facebook, en fait, que j'ai créé. Et donc, chaque semaine, maintenant, le mardi, on commande du même traiteur et on mange tous ensemble le même plat. Et donc, on est au moins, mon Dieu, une quinzaine, une vingtaine à manger en même temps parce que chaque famille, qu'on est 4 ou 5, mais ça monte vite. Il faut juste, 3-4 familles pour qu'on soit 15-20 à manger le même plat. Et puis, on en discute. Vraiment, le plat de la semaine dernière, il y avait le traiteur, un traiteur vietnamien, et la sauce, il fait vraiment du vietnamien authentique. Donc, il a osé présenter une sauce authentique, traditionnelle vietnamienne, et c'est une sauce qui frappe, quoi, au niveau de l'odorat. Et donc, j'ai écrit à tout le monde, j'ai dit, écoutez, cette sauce-là ne goûte pas ce qu'elle sent. C'est comme un camembert, un vieux camembert. Donc, je vous incite à l'essayer, ou sinon, ne croyez pas que le plat est pourri. D'accord? C'est vraiment juste la sauce. Et là, il y a plein de commentaires. Il y en a qui ont osé, il y en a qui n'ont pas osé, mais vraiment, donc on a l'impression d'avoir mangé ensemble. Donc, on est ensemble, même si on est séparés. C'est drôle, hein? J'ai ma famille, j'ai encore des cousins-cousines qui habitent le Vietnam, et j'allais dire, nous sommes très, très proches. Mais on a quand même 3 continents et 2 océans entre nous. Mais c'est vrai que la technologie nous permet d'être proches. On a un groupe de famille là où on se donne des nouvelles chacun. Mais même avant la technologie, on était séparés pendant 20 ans, presque sans nouvelles. Il y avait une lettre de temps en temps, et parfois la lettre n'arrivait même pas parce qu'il y avait la censure. Donc, on écrivait des lettres au Vietnam, on n'était pas sûr que la lettre arrivait. Mais la première fois qu'on s'est retrouvés au Vietnam, j'avais l'impression de les avoir vus, la veille, quoi. Alors que j'ai quitté à l'âge de 10 ans. Je les ai retrouvés à 20 ans plus. Non, je ne sais plus, mais j'étais adulte. J'étais avocate quand je les ai retrouvés. Donc, il y a eu beaucoup de temps et beaucoup de changements dans nos vies de part et d'autre. Mais quand on s'est revus, c'est comme si on
Oui, parce que le terme de famille est tellement fort dans la culture vietnamienne. Et je crois que on devait vivre en clan parce qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur le gouvernement pour qu'il prenne soin de nous. Donc, ce sont les membres d'une famille qui soutiennent la famille. Par exemple, on n'avait pas de foyer, par exemple, pour les personnes âgées. Donc, elles restent avec la famille. Donc, il faut compter sur la famille. Et si on a un enfant qui a un handicap, qui est lourdement handicapé, il n'y a pas un centre de service qui peut nous aider. Et donc, ce sont des membres de la famille qui soutiennent les plus vulnérables. Donc, et probablement, pour ces raisons-là, les liens restent très, très, très étroits. Donc, quand on voyage, c'est difficile. Quand je voyage après les boat people, là, il y a des Vietnamiens partout. Et quand on voyage, normalement, il y a toujours un membre de la famille, quelque part, dans cette ville-là. Et je dois me cacher si je veux pas aller dans la famille vietnamienne. Pourquoi me cacher? Tout simplement parce que si vous allez à Paris et qu'il y a de la famille, ben vous êtes obligé de manger. On mange tout le temps. Donc, vous n'avez pas le temps de visiter. On ne fait rien d'autre que s'asseoir, manger, se raconter. Et donc, si on veut visiter, même au Vietnam, quand je suis retournée la première fois, pour pouvoir voyager, il fallait que je dise que j'ai une mission, il faut que j'aille travailler. Sinon, c'était impossible de changer de ville, d'aller ailleurs que de rester près de la famille. Donc, il y a les deux côtés, mais on ne peut même pas habiter à l'hôtel. Ce serait une offense d'aller à l'hôtel. Il faut rester dans la famille. Et donc, ça, c'est dans la définition vietnamienne. La définition de la famille québécoise, c'est peut-être un peu différent. Ce que j'ai appris du Québec, c'est l'autonomie. Comment chacun doit très rapidement apprendre à être soi, à savoir qui on est, ce qu'on veut, vers où on va, et par nous-mêmes presque. Donc, on doit être fort très rapidement et devenir adulte très rapidement. Alors que dans la société vietnamienne, mon Dieu, je pense qu'on devient adulte seulement une fois que nos parents sont décédés. Et là, on peut devenir adulte. Et alors que dans la société québécoise, vraiment, dès l'âge de 18 ans, et donc j'étais très admirative de mon amoureux d'alors qui habitait déjà en appartement tout seul à 18 ans, qui gérait son propre budget, qui fonctionnait seul, quoi. Alors que moi, non. Et donc, si on réussit à avoir les deux, ben, c'est magique, c'est le paradis. Et j'ai l'impression que j'ai les deux. Merci beaucoup, Kim Thuy, de nous avoir partagé votre regard sur la nuit des idées. Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir pris ce temps pour penser et avancer avec nous. Ce podcast a été réalisé par les Alliances françaises du Canada dans le cadre de la Nuit des idées 2021. Si vous avez aimé ce podcast et souhaitez continuer votre réflexion, ne manquez pas Kim Thuy en conversation avec l'auteur Clément Ballon autour de la question de la transmission de son héritage culturel. Et pour plus de contenu inspirant, regardez la programmation complète sur la chaîne YouTube Nuit des idées Canada.